Mali, oui massif à la Constitution, quelle perspective nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Les Maliens se prononçaient le dimanche 18 juin dernier par référendum sur un projet de nouvelle constitution. Ce premier vote depuis l'avènement de l'autorité de transition il y a 3 ans avait valeur de test qui est devenu plus que positif et surtout très encourageant. Environ 10 millions de Maliens étaient appelés à dire oui ou non au texte qui renforce les pouvoirs du président mais que conteste une opposition hétéroclite, notamment d'influentes organisations religieuses hostiles au maintien du principe de laïcité de l'État. Les électeurs sont rendus en nombre dans les bureaux de vote de Bamako et le résultat est un oui massif à 97%. Les Maliens ont approuvé à une très large majorité les amendements constitutionnels soumis aux urnes par les autorités de transition. Félicitations au vaillant peuple du Mali, à son gouvernement et au président Assimi Goïta pour la bonne organisation du référendum constitutionnel et pour le oui massif à 97% à la nouvelle constitution du 18 juin. Vive la refondation démocratique du Mali, a tweeté samedi Robert Ducé, le chef de la diplomatie togolaise. L'autorité électorale du pays de l'Afrique de l'Ouest a déclaré vendredi que 97% des votes avaient été exprimés en faveur des changements. Le taux de participation au référendum du dimanche 18 juin était de plus de 80% dans ce pays, où plus de 8,4 millions d'électeurs étaient inscrits sur la liste électorale. Ça, il faut également le préciser. Un oui massif qui a fait d'ailleurs plaisir à tous les Maliens et à tous les panafricanistes. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, oui massif à la nouvelle constitution, quelle perspective? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Dr Jean-Paul Mbelek. Il est notre invité ce lundi matin. Dr Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'équipe technique, bonjour à tous nos téléspectateurs de Panafricaniste TV. Et je t'écoute, Steve. Nous sommes justement là ce matin pour parler du Mali. Oui massif, finalement, nous en parlions la semaine dernière. Oui massif à ce référendum à 97%. Et d'ailleurs, les voix commencent à fuser de partout. C'est le cas, par exemple, du chef de la diplomatie togolaise qui a félicité le peuple malien et sans oublier son gouvernement pour avoir organisé déjà cette élection, ce référendum, mais surtout d'avoir eu un oui à 97%. Oui, Steve, 97% par rapport à ceux qui ont été votés, c'est énorme. C'est le oui massif que nous attendions. Mais il y a, j'attends la publication officielle où on verra plus clair sur le taux de participation. Parce que là, tu as donné 80% de taux de participation, mais quand on regarde, bien sûr, l'information du côté de nos adversaires, par exemple TV5, tous ces gens-là, Le Monde, leur taux de participation n'est que de 38%. Alors, je dirais que quand bien même il serait de 38%, c'est-à-dire qu'en attendant, je sais pas, ton 80%, peut-être tu le tiens, c'est officiel. C'est officiel pour moi. Non, si c'est officiel ou officieux? Officieux. C'est les informations que je reçois. Okay, mais ça deviendra officiel. Voilà. Bon, on va examiner les deux cas. Et sinon, on est là, on fait un peu de mathématiques. Même si c'est 38%, alors il faudrait juste que, sur le plan sociologique, le gouvernement de transition étudie bien la question. Pourquoi 38%? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une influence des autorités religieuses? Est-ce qu'il y a des régions où les gens ont subi des menaces? Est-ce que c'est parce que ce jour-là tombait mal, en fait, même s'il a été programmé d'avance? Il y avait des activités. Est-ce qu'il y a une différence de genre entre les femmes et les hommes? Peut-être qu'à tant qu'à choisir, les hommes, ils vont voter, et les femmes, elles sont plus prudentes. Disons, leur famille les conseille la prudence, on ne sait jamais. Parce qu'il y a des menaces, hein. C'est un seul terroriste peut menacer 10 personnes, hein. Oui. Même un seul imam, hein. Oui. Et qu'il y a des répercussions, hein. Bon, comme le résultat est connu d'avance, c'est-à-dire que de toute façon, quel que soit le taux de participation, il y aura 97% d'approbation. Ça, c'était pas un problème, Steve. Bon, 97%, c'est ce qu'on a affiché. Donc, peu importe le taux de participation, nous, on a nos 97%. Tous ceux qui ont pu le faire ont dit, ils sont levés pour aller dire oui. Et c'est ça qui va compter. Bon, maintenant, si c'est 80%, alors là, c'est totalement massif. C'est massif, non seulement au niveau du taux de participation, ce qui signifie que le pays est vraiment très sécurisé et que les imams ont très peu d'influence sur le jeu politique, pas au niveau religieux, et que le terrorisme aussi est bien maîtrisé. Donc, en fait, ça renforcerait
cet apport, non seulement parce qu'il y a un but massif au niveau de la participation, enfin au niveau de ceux qui ont voté, mais aussi au niveau de la participation, c'est que les gens ont fait l'effort et qu'ils pouvaient faire cet effort, et que même les influences qu'il pouvait y avoir, que ce soit par les menaces ou les influences quelconques, je parlais du côté religieux, n'ont pas d'effet quand il s'agit maintenant de se lever pour le Mali. Donc, en fait, dans les deux cas, il faut attendre une publication officielle et bien étudier la question pour en tirer des leçons pour l'avenir. Maintenant, ce qui est acquis, c'est ce que nous on veut. Voilà. Dans tous les cas, on attend les résultats officiels, mais ce qui est officieux et des informations que moi, personnellement, j'ai pu avoir aujourd'hui, je ne regarde pas les 38%, ou alors les 39,4%, comme le déclarent d'ailleurs certains médias mainstream. Je vous parle justement d'autres chiffres qui sont très bien connus, qui seront connus dans les heures à venir. Maintenant, quelle perspective? Aujourd'hui, on sait que c'est le oui massif. Oui. Alors, juste un mot sur les chiffres. Si l'ennemi donne des votes 40%, on peut doubler. Donc, tes 80% sont plus que probables. Ça va être confirmé. Parce que l'ennemi n'est pas en notre faveur. C'est vraiment un ennemi. Mais c'est un ennemi mortel. Hein. Donc, s'il donne 40%, mais attends, mais ça veut dire qu'il ne pouvait pas faire autrement, quoi. Parce qu'il est seulement divisé par 2. OK? Donc, alors maintenant, quelles sont les perspectives? C'est comme il y a une échéance électorale. C'est ce que la communauté, entre guillemets, dite internationale, attend. C'est ça. C'était même une priorité pour eux. C'est l'élection présidentielle. C'est une priorité avant même la sécurité, pour montrer que vraiment c'est nos ennemis. Oui. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est l'homme. C'est l'homme qui va voter. S'il ne peut même pas voter parce qu'il n'y a pas de sécurité, c'est qu'en fait, cet homme, on s'en fout éperdument. OK, il y a d'autres intérêts en jeu. Donc, c'est ça qu'ils attendent, eux. Donc là, à ce moment-là, il y a deux choses à assurer. C'est, feel free, on dit en anglais, que les autorités maliennes de transition se sentent libres de présenter un candidat. Par exemple, Assimi Goïta peut être candidat. Qui ne se sentent pas prisonniers, comme ils avaient menacé à l'époque Kabila, en RDC. Je ne sais pas que j'approuve Kabila, mais je prends comme exemple. Ils avaient menacé Kabila. Kabila ne s'est pas présenté. Il a mis un autre qui était un second couteau, qui n'est pas passé. Il ne faut pas se laisser influencer par cette communauté internationale, puisque le oui massif signifie que c'est l'intérêt du Mali, c'est l'intérêt de l'Afrique et la souveraineté du Mali. C'est ça qui est mis en avant. Et en plus, dans la Constitution, la nouvelle Constitution, on autorise aux militaires de se présenter. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, qui n'hésite pas à se présenter. Et les engagements de la CEDEAO sont nuls et non avenus. Parce que si c'est la CEDEAO, on n'en serait même pas là. Voilà un gouvernement de transition, malgré qu'il a fallu faire un second coup d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier les Wan, là, les Mokhtar Wan. On sait ce qu'ils faisaient. Ils étaient alliés avec... ils avaient rendu visite à Macron. Donc, ils étaient alliés avec l'OTAN, l'Occident. Pour torpiller leur propre pays, le Mali. Voilà. Donc, il a fallu faire un deuxième coup d'État, ça c'est en 2021. Mais même si on remonte en août 2020, quand le premier coup d'État est fait, pour rétablir les choses, parce que le régime de IBK, on sait, hein, c'était totalement, france-africain, en fait. Et puis, ça permettait aux touristes de se propager dans le pays, du nord au centre. Voilà. Et puis le pillage, on connaît le pillage du pays, non? Comment les Barkhane, comment ils ont pillé, bon, tout ça c'est connu. Et donc, en moins de 3 ans dans Steve, c'est-à-dire que même si on revient à 2020, c'est moins de 3 ans. Août 2020, on n'a pas atteint les 3 ans. Les 3 ans sera août 2023. Donc, en moins de 3 ans, voilà les résultats. Que ce soit au niveau sécuritaire, c'est gagné, au niveau de la conscientisation du peuple, pour qu'ils prennent conscience que ce qui est au Mali est maintenant au Mali, la souveraineté est là. Il y a une fête de souveraineté qui a été fêtée au mois de février. Hein. Oui. Voilà. Et tout ça en moins de 3 ans. IBK est resté combien de temps, hein? Et ceux qui l'ont précédé. Donc c'est un gain énorme. Ça veut dire que si ce pouvoir maintenant n'est plus de transition, mais ce gouvernement cesse d'être de transition, mais ça devient un vrai gouvernement. Tous les Maliens maintenant dans la confiance s'y mettent. Les résultats qu'on peut en attendre sont énormes. Et à l'avantage du Mali, la Constitution dit aussi de l'Afrique. C'est-à-dire que le Mali s'inscrit dans la logique du panafricanisme. Mais c'est énorme, pour nous, évidemment. Donc moi, je pense que le plus important, celui qui a commencé le travail, il faut qu'il termine. Au moins qu'il amène à un point où on est sûr que c'est le non-retour. Parce que l'ennemi ne dort pas. Et il y a des traîtres. Il y a des traîtres qui disent que 97% c'est un score soviétique, un score nord-coréen. C'est même pas soviétique, nord-coréen. On parle quand même d'un référendum.
Oui, mais c'est ce qu'ils disent, des bêtises comme ça. Oui, effectivement, dans un référendum, on peut avoir 100%. Exact. Puisque la question c'est oui ou non. Si les gens disent tous oui, il n'y a pas de nuance. Voilà. Donc, oui, tu as raison de souligner. Mais quand même, ça montre que ce sont des traîtres. À quel point il y a des traîtres dans le pays. On a vu même dans des pays puissants, on ne sait pas encore très bien, mais dans des pays puissants, même comme la Russie, et il y a des traîtres, Steve. Oui. Bon, la Russie, moi, j'avais déjà que c'est infiltré. Mais ceux dont on a assisté, si ce n'est pas une mise en scène, mais que c'est vraiment M. Prigogine qui s'est fait acheter d'une façon ou d'une autre, mais si la Russie est exposée, combien de fois le Mali? Ok? Donc il ne faut pas dormir. Et il ne faut pas dormir, il ne faut donc pas changer les hommes si c'est les bons. Parce que le processus n'a pas été à terme. Le processus sera à terme lorsque tout ce qu'on a dit qu'on allait faire est déjà au moins amorcé au point de non-retour. À savoir, la souveraineté est totalement affirmée, l'exploitation des matières premières profite. Il n'est plus question, Steve, on exploite les matières premières. Par exemple, l'uranium au nord du Mali. Oui. Prenons que ce serait là. Il y a beaucoup de choses. Il y a même l'eau, hein, l'hydrogène, tout ce qui va. Tout ça. Bon, prenons que l'uranium. Si, en attendant que les Maliens ou les Africains, parce que n'importe quel Africain pourrait exploiter l'uranium du Mali, si on a des compétences, en attendant que ce soit entre Africains, au sens panafricain du terme, hein, pas des Africains qui ont exploité et ces endocolons, mais au sens panafricain du terme. Bon, en tout cas, en attendant que les Africains exploitent eux-mêmes leurs matières premières à grande échelle, parce qu'à petite échelle, on le fait déjà. Il y a des mines qu'on appelle les mines sauvages, là. Les mines, c'est des Africains qui exploitent eux-mêmes. Mais c'est des petites échelles multipliées par autant de mines, ça fait quand même la grande production. Exactement. Voilà, donc, à la limite, on pourrait même, en attendant, même se dire que non, on va adopter la politique des petites mines, sauf qu'on les gère, c'est encadré, puisque la production sera la même, on est d'accord, plutôt que d'aller même chercher les étrangers. En attendant, on envoie les ingénieurs, les techniciens, le moindre détail se former, et le temps aussi d'acquérir l'appareillage nécessaire pour que, à grande échelle, on exploite avec une seule société l'ensemble, n'est-ce pas? Bon, donc il faut bien réfléchir à tout ça, mais toujours est-il que si une société non africaine est impliquée, il n'est plus question, Steve. Oui. Dis bien, il faut qu'ils nous écoutent bien là. Enfin, je sais qu'ils écoutent hein, les chaînes panafricaines. Ils écoutent. Tous les panafricains écoutent les chaînes panafricaines, quelles que soient. Voilà. Il faut plus jamais accepter des contrats dans lesquels l'étranger a plus de 25%. Je dis, tout étranger confondu, c'est-à-dire que même s'il y a 2 filiales associées, tous confondus là, l'État doit avoir au moins 75%. La matière première est chez nous. Il faut commencer à changer les mentalités. Oui. Le savoir-faire, si on est pour acquérir le savoir-faire, il faut qu'on cumule cet argent pour former nos gens, qu'ils aient un meilleur niveau de vie. Quand les gens ont un meilleur niveau de vie, c'est là qu'ils commencent à s'intéresser aux choses intellectuelles. Ils sont plus dans la logique. Tu augmentes leur salaire, tu veilles mieux à leur santé. C'est ainsi qu'au bout d'un certain temps, et ça s'est fait en Inde, par exemple, au bout d'un certain temps, oui, l'Institut Tata. L'Institut Tata. Les Indiens, le respect qui est accordé à Modi, là, quand il va aux États-Unis, alors qu'il était très grand allié de la Russie, vient du fait qu'aux États-Unis, les Indiens sont les savants là-bas. Hein. Par exemple, pour la détection des ondes gravitationnelles, les Indiens, ils sont beaucoup. Les Américains n'auraient jamais, bon, déjà, sous réserve, Steve, mais restons dans la logique qu'ils ont détectée. Sous réserve, parce que moi j'ai tous mes réserves, hein. Pas changé d'avis, hein. Voilà, ils m'ont pas convaincu encore qu'ils ont vraiment détecté des ondes gravitationnelles. Franchement, en tant que scientifique, c'est mon domaine, je suis pas totalement convaincu de leur découverte. Mais sous réserve, admettons, puisque je fais tout un raisonnement mathématique. Tu vois la différence entre physique et mathématique. Oui. Hypothèse, puis on voit. Bon, j'ai fait le raisonnement mathématique. Sous réserve qu'ils ont détecté ces ondes gravitationnelles, oui, mais quels sont les savants qui sont à la tête, ou les grands techniciens, hein, les informaticiens qui font ces calculs et qui disent, oui, vous avez détecté, beaucoup sont les Indiens. À très grand pourcentage, hein. C'est pas 10%, 20%, hein. Je connais pas exactement, mais c'est un pourcentage suffisamment élevé pour que si on les enlève, cet appareil s'arrête. Qu'on n'ait plus les résultats. Je ne plaisante pas. Voilà. Donc, rien que ça mérite de respect. Voilà. Donc, la même chose. Pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut au moins qu'une catégorie de la population, peut-être pas au début toute la population, mais au moins une catégorie, parce qu'on va, au fur et à mesure, on va multiplier, crescendo, et un bien-être qui leur permette de se consacrer à la chose intellectuelle, se consacrer à la chose technique d'un niveau très élevé. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer 10 ans à étudier ça. Ils n'ont pas de soucis matériels. Il faut que j'aille faire le mbambé par-ci, le mbambé par-là. Tu vois? Parce que tout le temps, tu fais le mbambé. D'abord, ça équipe ton esprit. Il faut trouver d'abord. Et quand tu trouves ça plus, ça prend ton temps. Puis quand ça prend ton temps, ça te fatigue aussi. Alors, c'est autant de temps que tu n'as pas pris pour regarder. Et puis, les gens qui sont dans le mbambé ne sont pas motivés pour travailler en collectivité. C'est chacun pour soi. OK? Donc, il faut absolument. Et pour cela, il faut que le revenu qu'on en tire sur nos matières premières soit conséquent. Sinon, ça reste sous terre.
Voilà. Ça, il faut vraiment qu'ils réfléchissent à ça. Bon, s'ils estiment que 75% c'est exagéré, bon, au moins 60%. Mais en tout cas, 50%, ce ne serait pas assez. Ouais, voilà. Ce n'est pas seulement une question d'avoir la majorité, hein, 51% pour avoir son mot à dire. C'est avoir la majorité et tirer assez de profit pour permettre de générer une classe de gens qui ont un bon niveau de vie et qui peuvent maintenant se lancer dans la connaissance, retrouver notre connaissance, ce que nos ancêtres l'avaient d'abord, qui permet maintenant de se passer à terme des sociétés étrangères. Voilà. Docteur Jean-Paul Mbelek, le référendum a été organisé le 18 juin dernier. C'était un coup d'essai qui est devenu finalement un coup de maître sans avoir eu des financements venant de l'étranger et de quiconque. Mais on nous a fait quand même croire, il y a quelques mois, ou alors il y a quelques mois, que le Mali n'avait pas d'argent et que le Mali était pauvre, pouvait absolument rien faire. Mais voilà le Mali qui a quand même organisé un référendum sans argent venant de l'extérieur. Oui, c'est un très bon exemple et ça donne la leçon à tous ceux qui, pour la moindre élection, vont chercher un appui étranger en oubliant que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et donc après, ils vont subir des ordres qu'ils vont peut-être pas aimer, mais qui sont obligés d'exécuter. Est-ce que ce n'est pas cela qui pousse aujourd'hui les médias mainstream et surtout les Occidentaux à dire que le taux de participation était de 39%, l'élection, pour ne pas dire le référendum, était émaillé de difficultés, de problèmes, alors que nous avons eu des informations, que cette journée du 18 juin, il n'y a pas eu de problème dans le pays. Oui, dans la logique, nous-mêmes, on a vu la cause panafricaine évoluer au niveau des peuples africains, pas seulement au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Congo. Je veux dire, donne-moi un pays, je te dis l'Éthiopie, donne-moi un pays, je vais dire oui, hein, enfin dans tous ces pays-là, même en Mauritanie, l'Algérie, même en Algérie même, hein. Tu sais, le nombre d'Algériens qui affirment le panafricanisme, je regarde les sites, je vois les drapeaux, oui. C'est élevé. C'est que le mouvement panafricain est vraiment africain, au sens continental du terme. Voilà. Et voilà. Donc, ça veut dire que cette conscientisation auquel les médias comme Panafricanistes TV participent, hein, pour diffuser la bonne information et faire réfléchir les gens, voilà, il est crescendo, comme tu l'as dit, et bien sûr, il n'y a aucune raison qu'un taux de participation soit faible. Ça veut dire que nous disons seulement que le travail avance, alors qu'en fait, dans les faits, il n'avance pas. C'est ça qu'ils veulent faire croire. Oui, mais pendant ce temps-là, ils continuent à clamer qu'ils ont été sur la Lune. Ils ont donné la preuve. Donc, quand c'est pour eux, et ils n'ont même rien fait, ils grandissent au-delà du possible, et quand c'est les Africains qui avancent, ils veulent en faire quelque chose de réduit, de rikiki, petit. Apparemment, eux, ils ont tout découvert. Oui, c'est ça, on a compris la logique. Non, c'est une guerre à mort, Steve, il faut le comprendre. Elle est à tous les niveaux. Je sais quand je le disais déjà, la guerre que nous menons et qu'on mène contre nous est à tous les niveaux. Je paraphrase, hein, parce qu'avec l'âge maintenant, avant je disais ça parfaitement, exactement. Maintenant je dis à peu près parce que je n'ai pas relu le texte. Et il disait ça, la lutte que nous menons et qu'on mène contre nous est à tous les niveaux, même dans nos relations diplomatiques les plus feutrées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau. Que si tu dis médiatique, on te fait la guerre. Tu dis au niveau intellectuel, on te fait la guerre. Tu dis au niveau politique, on te fait la guerre. Au niveau militaire, n'en parlons pas. À tous les niveaux, on nous fait la guerre. Et nous connaissons l'ennemi, l'adversaire. Ok, c'est l'Occident. L'Occident collectif, pour parler comme Poutine. Même Yam Tiba utilise ce terme-là. Voilà. Ou alors les talmudistes, pour parler comme moi. Ou alors les 13 familles. Ou alors la communauté internationale. C'est les mêmes gens. C'est une guerre à mort, Steve. Et j'en connais l'origine. Hein? Il y a encore 2 ans, je sais pas quand on faisait l'émission là où tu sais à l'époque, il y a 3 ans presque. Voilà, je ne pouvais pas dire ça, mais maintenant je sais, j'en connais l'origine. Ces gens-là, ils nous en veulent à mort. Quand je dis nous, c'est l'Afrique noire, précisément. On est obligé de préciser noire, parce que l'histoire s'est faite. Il y a eu d'autres populations qui sont venues s'élever à l'Afrique, qui sont africains. Nous les absorbons. Nous ne sommes pas dans l'exclusion, nous sommes dans l'inclusion. Et l'exemple nous vient d'abord de l'Égypte ancienne. Hein. Si la dynastie Ptolémée n'aurait pas prospéré pendant presque 300 ans. Voilà. Nous, on intègre, on africanise. C'est tout. Maintenant, chacun doit se sentir africain. Voilà. Le feu Kadhafi l'a prouvé. Il n'y avait pas plus d'Afrique. Même Mohamed V, avant même. Mohamed V, il n'y avait pas pu panafricainiser ces gens-là. Voilà. Donc, Mohamed V du Mali, le père d'Hassan II, le grand-père de Mohamed VI aujourd'hui. Donc, dans cette logique-là, l'ennemi, nous le connaissons, et il en veut à l'Afrique noire pour plusieurs raisons. 1, parce que il nous a volé nos terres. Je rappelle que l'Arabie est une terre de noirs.
Parce que c'est une extension naturelle de l'Afrique, tant sur le plan géophysique que sur le plan humain. Et sur le plan même culturel. C'est une extension naturelle de l'Afrique. Les Arabes parlent des langues sémitiques. Oui, mais il y a aussi des langues sémitiques qui sont parlées en Afrique. Donc il n'y a pas que l'Arabie. C'est une extension seulement. Antar, le héros des Arabes pré-islamiques, grand guerrier et grand poète, Antar était noir. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ils nous ont pris nos terres, ils nous ont pris notre culture. Le judaïsme, par exemple, qu'est-ce qui prouve qu'on voit des blancs aujourd'hui? Ils se disent Ashkénaz, Séfarades. Qu'est-ce qui prouve que c'est les premiers juifs? Ils sont juifs, je suis d'accord. Bon, hébreux, disons, je vais formuler autrement. Ok, eux, ils sont juifs. Bon, eux, ils sont juifs. Cette question, non, c'est un problème de mots, n'est-ce pas? D'accord. Bon, eux, ils sont juifs. Admettons, eux, ils sont juifs. Bon, maintenant, les Hébreux. Pourquoi on parle plus des Hébreux? Ils sont passés aux Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont des descendants directs des Hébreux? Alors que, on a des vignettes des Hébreux. On voit très bien leurs origines nègres. On sait, ils sont nègres à la base. Hein? Quel que soit le métissage qu'ils ont subi, ils sont nègres à la base. Ok? Si Dieu a parlé à quelqu'un, et que cet ancêtre était un Hébreu, nous sommes le premier homme. Même en les raisonnant mathématiquement, là, le premier homme n'est pas un Africain noir. Bon, dans les Hébreux étaient quoi alors? Bon, de toute façon, indépendamment de l'origine de l'humanité, au niveau, parce que c'est la préhistoire, mais au niveau historique, les Hébreux, effectivement, sont des Noirs. On a des vignettes. Tu vas à la Padana. La Padana, c'est en Iran, à Persépolis. Tu vois la vignette de l'Hébreu. C'est un nègre. OK? Ou un négroïde, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche du nègre, d'une façon ou d'une autre. Bon, ça gêne certains d'entendre le mot nègre, moi ça me gêne pas. Cheikh Anta a écrit « Nation, nègre et culture ». C'est-à-dire que le mot nègre ne fait mal qu'à celui, soit qui est frustré, soit celui qui est coupable d'avoir fait du mal à ces nègres. Mais nous, nègres, ça veut dire noir, c'est tout, c'est du latin, donc ça ne nous pose aucun problème. C'est pas une insulte, tu peux prendre ça comme une insulte, enfin je parle des talmudistes là, eux croient qu'ils nous insultent. Non, nous on assume, nègre, on sait que dans leur langue ça nous désigne, point final. Bon, donc j'assume le mot nègre, c'est pas un problème. Alors, donc, dans ce cas-là, ils nous ont tout pris, sur le plan de la terre, le territoire, la culture, et ils ont blanchi, comme eux sont blancs. Je n'accuse pas tous les blancs, hein. Je précise les talmudistes, et même les communautés qu'ils ont pris en otage. Hein? Par exemple, la plupart de ces talmudistes ils se réclament de la religion juive, judaïque. Ok, mais pour moi, ils prennent les juifs en otage. Parce que tous les juifs ne sont pas dans leur logique, c'est faux. Ils imposent par la force. C'est du terrorisme, même intellectuel, même religieux. C'est du terrorisme. Parce que tous les juifs d'abord ne sont pas rabbiniques. Il y a des juifs qui sont karaïtes. Et les karaïtes n'acceptent pas le Talmud. Ils se contentent de la Torah. Ça existe encore, même en Israël, il y a des karaïtes là-bas. Ils sont minoritaires, mais ils existent. Voilà, on connaît l'histoire. Donc, ils nous ont tout pris. Et ces gens-là, ils ont peur, comme par exemple ce qui se passe en Amérique. Tu vois, ils ont exterminé les Amérindiens. Maintenant, ils sont au XXIe siècle, ils sont tous dans les réserves. Ils ont peur que notre éveil remette en cause cette suprématie qu'ils se sont donnée. Ils ont construit une suprématie sur 1500 ans. Depuis le royaume Himyar, 6e siècle après Jésus-Christ, à aujourd'hui, sur 1500 ans, ils ont construit cette domination. Et maintenant, elle a envahi totalement l'Occident. Ils ont utilisé l'Occident. Ils ont coupé la tête des rois. Charles Ier en Angleterre, Louis XVI en France. Ce sont des prises de pouvoir. Ils manipulent. Regarde, on détruit Nord Stream 2. Les Allemands disent rien. Ils avaient 20% des actions quand même. Hein. Les Français disent rien. Ils avaient 10% des actions. Hein. Les Anglais disent rien. Ils avaient 10% des actions. Il y a même une autre nation européenne qui avait aussi 10%. C'est que l'Occident avait 50% d'actions là-dedans. Dont les Allemands, 20%. Les Russes, 50%. On détruit ça. La personne qui détruit ça, le chef Biden, avait déjà annoncé quelques semaines plus tôt ce qu'il allait faire. OK? Et là, son ministre, là, ou sa représentante à l'ONU, je ne sais plus lequel, qui a confirmé, qui a dit la même chose. On détruit, vous êtes là avec lui, vous dites rien. Hein? Donc, ça veut dire que les talmudistes, ils gèrent totalement l'Occident. Et leur vrai ennemi n'est pas l'occidental, ils l'utilisent. Le président Bandakeli dit que le président Macron est une propriété privée. Je l'ai encore entendu dire ça hier, dans un débat, dans une autre chaîne panafricaniste sœur, et que Macron est une propriété privée des Rothschild. OK. Eh ben, c'est ce qui se passe. Ces gens-là ont pris en famille toute la classe politique aux États-Unis, en Europe occidentale, dont en France. Ils sont les pieds et mains liés. Ils peuvent rien dire. OK? Donc, les seuls qui commencent à ouvrir les yeux, parce que dépossédés de tout et se rendent compte avec le temps qu'on a été déposé, il faut se libérer, c'est nous, les Africains, nous qui nous réveillons, et avec le panafricanisme, et nous rendons compte que on nous a tout pris. Ils ont même failli prendre nos langues, parce qu'à force de nous imposer les langues étrangères comme langue officielle, beaucoup des nôtres ne pratiquent plus les langues du pays. Heureusement que c'est pas le cas de tout le monde. Steve,
Ces gens-là, ils nous ont mis à l'état de bêtes. Il faut lire le guide des égarés, le Maïmonide, le livre des égarés. Il parle des Africains comme des hommes demi-singes. J'ai déjà donné les pages. Hein. Voilà. Je t'ai même envoyé une copie. Bon, alors, donc, dans ce cas-là, cette prise de conscience nous oblige à ne pas perdre de vue que nous sommes engagés dans une lutte à mort que nous devons gagner. Donc, on ne doit pas dormir une seule seconde. C'est une lutte à mort. Une lutte à mort. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui. Et y compris scientifique. Parce que, y compris scientifique, j'explique pourquoi. Tu envoies aujourd'hui, moi, je ne publie même plus. D'abord, pour l'instant, là, j'ai d'autres préoccupations qui sont bien souveraines, puisque je suis engagé avec vous, là. Mais, quand tu publies dans leur revue, là, si tu n'es pas dans la logique, que eux, talmudistes, contrôlent, tu as vu ce qui s'est passé pour le coronavirus. Comment ils imposent un narratif, même sur le plan scientifique. Et c'est du faux. Ils publient dans les revues qu'eux gèrent, les revues que tout le monde considère comme les grandes revues, Science, Nature, et tu as vu les bêtises qu'ils publient, les Lancet, tu as vu, non? Oui. Le coronavirus. Et tu vois qu'ils contrôlent tout. Quand tu envoies ta publication là-bas, là, et que tu n'es pas dans le sens qu'ils veulent, ils ne te publient pas. C'est pour ça que je dis la guerre qui mène contre... Je me souviens d'une publication que j'avais fait à l'époque, on appelait ça l'effet pionnière, je vais y revenir sur l'effet pionnière. Il fut un temps où en France, celui qui connaissait le mieux c'était l'effet pionnière. Ils ont décidé que l'effet pionnier n'existe plus. Tout comme ils ont décidé que le coronavirus est fini, parce que la guerre en Ukraine va commencer, ils vont être pris là-bas, dans cette nouvelle activité. Voilà. Tu vois, tout d'un coup, la maladie n'existe plus. C'est un décret. C'est un décret. En science, maintenant, il y a des décrets. Et ben, je me souviens quand je vais dans la revue. C'était Physical Review. J'ai envoyé le papier. Je te jure, Steve. C'est que j'en ai parlé à des collègues, qu'ils soient russes, français, américains, mais les gens étaient surpris, quoi. J'ai envoyé, à chaque fois, j'ai eu au moins une vingtaine de courriers. À chaque fois, ils disent qu'on a envoyé à tel auteur, il dit qu'il est incompétent. On a envoyé à tel auteur, il dit qu'il est... Je te jure. Avant une dernière fois, ils me disent qu'ils ne peuvent pas publier. Que j'envoie ça ailleurs. Voilà comment l'Occident gère les choses. Je te dis, même sur le plan scientifique. C'est pas neutre. Je suis moi-même un scientifique. Je le dis. Et ce que je viens de dire là, c'est peu par rapport à ce que je pourrais dire. Je pourrais sortir plein de choses sur ces gens-là. J'ai vu dans mon expérience. J'ai vu. Je sais comment ça se passe. Il va falloir qu'on se libère de ces gens-là. Même, je dis même sur le plan scientifique, on crée nos revues et on leur donne. Et pour que nos revues aient de l'importance, justement, même nos prix. C'est pour ça que nos matières premières, on ne doit plus les brader. Parce que si on les brade pas, c'est autant d'argent qu'on peut consacrer à des prix. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est pas une priorité. Mais si on a l'argent, on met sur les prix. Et si on met sur les prix, les gens maintenant, ils viennent chez nous. Et s'ils viennent même la connaissance, ils amènent chez nous. Et nos revues prennent de la valeur. Et maintenant, nos scientifiques ne sont plus bridés. Ils peuvent maintenant publier tranquillement leurs travaux. Et puis, il faut que leurs travaux soient connus d'abord par les Africains avant d'être connus par les autres. C'est toute une logique d'ensemble, la notion de souveraineté. Et il faut travailler justement cette notion de souveraineté. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir été notre. Merci, Steve. Félicitations à la gouvernement de transition malien qui a su organiser ce référendum. Félicitations au peuple malien qui s'est mobilisé en masse, 80%, peut-être même plus, et qui a pris la bonne décision, à savoir, le Mali est souverain et peut rallier le continent africain dès que les projets d'unité sont réalisables. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.